Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des personnes qui cuisinent et d'autres qui transforment l'assiette en terrain de guérison, d'amour et de conscience. Morgane Guignon fait partie de celles-là. Avec la tambouille d'amour, elle mêle cuisine végétale, accompagnement émotionnel, communication animale et breathwork. Une approche singulière, radicalement bienveillante, profondément ancrée dans ses convictions. Ce qui m'a touchée chez elle, c'est cette capacité à apporter une vision engagée, éthique, écologique, sensible, sans jamais tomber dans la rigidité. Une parole nuancée, incarnée, qui fait du bien dans un monde où l'alimentation est souvent un champ de bataille intérieur. Dans cet épisode, on parle de troubles alimentaires, de réconciliation avec son corps, de cuisine bienveillante, de souffle et d'amour, beaucoup d'amour. Morgane, bienvenue au micro d'En cas de tracas. Alors, merci beaucoup, merci de m'inviter et merci pour ces mots. Avec grand plaisir. Alors, tu proposes, je le disais, une approche qui est sensible et engagée de l'alimentation, à la croisée du soin, du prendre soin de soi, du vivant, de nos émotions. Et justement, c'est un terrain où les discours sont parfois très tranchés. Et quand on parle de troubles alimentaires, d'alimentation émotionnelle, j'ai souvent le sentiment qu'on manque de nuances dans la manière dont on aborde nos choix alimentaires qui sont vraiment individuels. Il faudrait ne rien interdire, idée que d'ailleurs je partage, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, puisque cette catégorisation, eh bien, elle peut amener à avoir des troubles alimentaires, ou en tout cas à développer des troubles alimentaires. Et en même temps, bah oui, nos choix alimentaires ont un impact sur notre planète, sur ceux qui la peuplent, sur le vivant, et également sur notre corps, sur notre santé physique et notre santé mentale. Alors, comment est-ce que toi, tu perçois cette tension, ce double discours qui est parfois ambivalent, et comment tu navigues pour y trouver ton équilibre ? Merci pour cette question qui est hyper intéressante et hyper actuelle, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose qui est effectivement au cœur de mes préoccupations, de ce que j'aborde avec mes élèves dans la formation et que j'ai envie de transmettre aussi. Parce que effectivement, je trouve que c'est pas simple de faire des choix, en fait, avec toutes ces injonctions de part et d'autre, que ce soit au niveau de la santé, où on va entendre un son de cloche par rapport à la naturopathie, ça va pas être soutenu par les diététiciens, par les gens qui ont une formation plus classique. On va entendre aussi des choses par rapport à l'écologie, par rapport aux animaux, etc. Et donc déjà, ça, c'est une réalité absolue et indéniable que c'est compliqué de faire la part des choses avec tout ça. Moi, je parle souvent d'un outil que j'appelle la balance personnelle. Je considère que chacun d'entre nous, on a cette espèce de balance. J'aime beaucoup les images, donc ça m'aide de le visualiser comme ça. Une balance dans laquelle, en fait, on va peser le pour et le contre selon nos convictions, selon notre histoire, notre mode de vie, selon ce qui est important pour nous, selon avec qui on vit aussi, où on travaille, ce qui est possible pour nous. Et c'est une des choses que je transmets avec cette notion d'alimentation bienveillante, c'est que, en gros, toutes ces choses-là, c'est les injonctions qu'on reçoit, les choses auxquelles on croit, ce à quoi on aspire, et bien en fait, ça se retrouve dans cette balance avec également ce qu'on est réellement capable de faire et ce qui nous fait vraiment du bien. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre avec tout ça. Et parfois, malheureusement, déjà, ça bouge d'un jour à l'autre parce que faire de son mieux, c'est l'idéal, mais en fait, notre mieux, il fluctue selon comment on a dormi, selon notre charge de stress, selon
les périodes de notre vie en fait. Et ensuite, avec ça, parfois, voilà, on aimerait, on se dit oui, faire de son mieux, ce serait idéalement, évidemment, avoir une alimentation qui fait pas de mal aux animaux, avoir une alimentation qui protège la planète, avoir une alimentation qui prend soin du corps. Mais en fait, peut-être qu'à certains moments, il faudra faire un petit peu moins sur un de ces aspects-là pour retrouver de l'équilibre et avoir moins de stress. Parfois, au niveau financier aussi, il faudra faire des sacrifices sur nos valeurs pour que ça soit pas un sacrifice sur, je sais pas, sur notre vie au quotidien, tout simplement. Et du coup, moi, je réfléchis beaucoup comme ça, en fonction de cette balance-là. Et j'ai l'impression d'essayer de faire mes choix en fonction beaucoup de mon cœur plus que de ma tête. Mais évidemment, il faut que ça puisse être soutenu par une réalité financière, temporelle, énergie, de est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace de cuisiner comme ça. Et c'est aussi ce que j'invite mes élèves à faire parce que je trouve que dans le temps, quand on veut respecter nos valeurs, etc., on va plus tenir si on arrive à avoir de la fluidité que si on est dans quelque chose de rigide qui, en fin de compte, devient un poids et qui est intenable sur la durée, quoi. Donc, ce que j'entends, j'aime beaucoup cette image de la balance. Finalement, j'ai plein d'ingrédients que je mets dans cette balance et elle va être assez souple, elle va être assez nuancée en fonction des périodes de vie, mais aussi de ma réalité, comme tu dis, temporelle, quotidienne. Et tout ça, eh bien, c'est à pondérer en fonction de qui on est, notre mode de vie, etc. Donc, en t'écoutant, je me dis que cette ambivalence qu'on peut avoir de ces aliments qui sont bons, qui sont mauvais, et puis en même temps le respect de la planète, des convictions qui peuvent être éthiques, écologiques, eh bien on va prendre tout ça en considération et on va trouver notre juste équilibre au fil du temps. C'est ça, et aussi au fil des situations. Parce que tu vois, par exemple, c'est forcément plus facile chez soi, dans notre cocon, où on n'a pas peur d'être jugé, où il n'y a pas des gens qui vont potentiellement cuisiner pour nous des choses qu'on n'a pas envie de manger. Mais la même situation chez quelqu'un d'autre, ou au restaurant, ou dans un contexte professionnel, il ne va pas y avoir le même impact. Et du coup, je trouve ça plus doux envers soi de s'autoriser à recalibrer un petit peu la balance pour que notre expérience avec l'alimentation, elle reste toujours nourrissante sur tous les plans et notamment sur le plan de ce que ça représente pour nous. Est-ce que c'est un poids dans l'instant ou est-ce que c'est quelque chose qui est qui me permet déjà de me nourrir en paix et aussi qui va être un moment convivial, chaleureux, etc., etc. C'est intéressant la lecture que tu y mets. C'est finalement se nourrir. C'est pas que se nourrir au niveau physiologique. C'est pas que des molécules qu'on met à l'intérieur de notre corps. C'est aussi des moments de qualité, des moments où on va s'alimenter sans stress, on va partager, on va être avec des personnes qui n'ont pas forcément la même façon de s'alimenter. Et c'est dans cet écosystème qu'on va trouver notre juste équilibre. T'as évoqué aussi tes convictions et une vision qui est très engagée au niveau de l'éthique animale, l'écologie, le respect du vivant. Comment ces convictions, toi, dans ton parcours de vie, t'ont aidé à te guérir des troubles alimentaires? Parce qu'il me semble que les troubles alimentaires ont fait partie de ta vie pendant quelques années. Effectivement, à l'adolescence, comme beaucoup, la vision de mon corps était... je trouve aujourd'hui avec le recul complètement déformée. Je ne me voyais pas telle que j'étais. J'avais beaucoup de difficultés à m'accepter. Et donc très tôt, j'ai cherché à modifier mon apparence et à contrôler mon alimentation avec justement cette vision très binaire de ça fait grossir, ça fait pas grossir. C'était même pas ça c'est bon pour la santé ou ça c'est bon pour la planète. C'était mon seul spectre. Dans ma balance, c'était je vais grossir ou je vais pas grossir en mangeant comme ça. Les calories. Voilà, beaucoup les calories. Avec aucune notion de nutrition derrière pour soutenir ça, évidemment. Donc vraiment, mon alimentation, c'était uniquement à travers comment ce que je mange va impacter la forme de mon corps. C'était vraiment mon spectre. Et en tout cas, mon filtre à travers lesquels je vivais mon alimentation. Ça a été douloureux, c'est allé jusqu'à la boulimie et ça a été beaucoup d'hyperphagie, donc des repas, pour les personnes qui connaissent pas ce terme-là, c'est manger à outrance, en fait, vraiment jusqu'à la sensation d'être complètement rempli, vraiment jusqu'à même avoir mal au ventre et j'étais pas connectée à mes sensations
de faim et de satiété, la sensation que je recherchais et qui était ma normalité, c'était d'avoir mal au ventre. C'était ce sentiment-là qui était normal pour moi. Et donc, ouais, c'était une relation même à la nourriture, à l'action de manger, qui était douloureuse, en fait, qui était obsessionnelle, puisque je pensais constamment à ce que j'allais manger, à comment ça allait m'impacter dans mon poids, dans mon apparence, etc. Et en fin de compte, de manière totalement inattendue et inespérée, le fait de devenir végétarienne, quand j'ai eu 19 ans, ça a été un premier changement dans mon rapport à l'alimentation, parce que d'un seul coup, c'était plus seulement ce que je mange va faire que je grossis ou que je maigris. C'était ce que je mange me permet de me sentir alignée avec ce que croit mon cœur, avec ce qui est important pour moi. Devenir végétarienne, pour moi, ça a été une manière de donner plus de place dans ma vie à mon amour pour les animaux. Et en plus, c'est quelque chose qui était présent depuis vraiment mon enfance. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai toujours considéré les animaux comme des amis, comme des partenaires merveilleux sur cette planète avec nous, que j'ai envie de protéger, que j'ai envie d'honorer. Et donc, faire ce pas-là, de changer ma manière de manger pour eux, ça a été une transformation totale de mon rapport à l'alimentation. Parce que d'un seul coup, c'était quelque chose qui me rendait fière. D'un seul coup, ma manière de manger, c'était quelque chose qui me nourrissait pas juste mon corps, mais aussi qui je suis, qui j'ai envie d'être dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. C'était quelque chose de super beau. Et quelques années plus tard, en devenant végane, là, c'était un step encore plus affirmé dans cette direction-là. Et c'était à nouveau un sentiment d'alignement avec comment j'ai envie de me comporter, qu'est-ce que j'ai envie de soutenir. Et il y a eu cette dimension écologique qui est venue s'inscrire en plus de l'amour des animaux, que je connaissais pas encore. En fait, j'avais pas conscience que mon alimentation avait un impact sur l'écologie, que mon alimentation avait un impact sur les autres humains. J'étais un peu déconnectée de ça. Et devenir végane, ça a été ça. C'était encore plus de conscience, encore plus de beauté, encore plus d'amour, encore plus de... Ouais, j'ai eu l'impression de contribuer à faire quelque chose qui vient protéger la planète, qui vient apporter du beau, en fait. Et c'était vraiment complètement transformateur. Et en plus de ça, ça m'a permis d'apprendre à cuisiner, parce que quand je suis devenue végétarienne, c'était en 2009. Il n'y avait pas d'options beaucoup. En tout cas, il n'y avait vraiment pas grand-chose en France. Et végane, en 2013, encore moins. Donc, j'ai appris à cuisiner pour pouvoir continuer à me régaler et à ne pas avoir besoin que ce choix-là soit une punition. Il y a beaucoup de personnes qui conçoivent le passage à une alimentation végétale comme des privations. Moi, ça a été vraiment l'inverse. Ça a été une découverte. Ça a été une découverte à la fois de saveurs, de plats, mais aussi de mon talent dans la cuisine. Et même, ça a transformé mon métier. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose de super nourrissant. J'aime beaucoup ce terme. Pas que au niveau de la nourriture, mais au niveau de tout l'impact que ça a eu sur ma vie, quoi. C'est très intéressant puisque on voit à quel point l'équation change. On passe de calories qui entrent et qui sortent à finalement un nouveau monde qui s'ouvre à toi. C'est des convictions que tu mets dans ton assiette, tu l'as dit, c'est qui je suis qui transparaît avec cette nouvelle façon de t'alimenter, cette nouvelle façon de cuisiner. Et c'est un chemin, moi, que je trouve vraiment primordial et que j'invite vraiment à explorer, que ce soit en thérapie ou en formation. On identifie ses valeurs, qui je suis vraiment, on s'y reconnecte pour repenser en profondeur son rapport à l'alimentation. Et tu en donnes une excellente illustration, c'est un excellent levier de changement qui invite vraiment à notre table nos aspirations les plus profondes, nos convictions, sans pour autant exclure de la nuance. Et justement, toi, dans ta manière de transmettre, tu proposes une approche qui est très incarnée, très ancrée dans le quotidien, on l'a dit. Tu parles de cuisine bienveillante. Alors, c'est quoi concrètement cuisiner avec bienveillance quand on a une histoire difficile avec l'alimentation? Alors, cuisine bienveillante, c'est le nom que j'ai choisi pour parler de mon approche de l'alimentation. Et mon idée, c'était... la cuisine bienveillante, c'est une cuisine qui est bienveillante avec la planète, parce qu'on va chercher à avoir un impact qui ne va pas nuire à la planète, qui va même protéger, respecter, honorer la nature, mais aussi les êtres vivants, les animaux et aussi les êtres humains.
qui produisent notre nourriture, parfois très loin du pays dans lequel on consomme cette nourriture. C'est remettre du coup de la conscience sur les modes de fabrication de nos aliments, sur la manière dont on va les consommer. Et j'appelle cette cuisine bienveillante parce que elle est bienveillante avec le vivant, mais aussi avec nous-mêmes. Et pour moi, pardon, elle est bienveillante avec soi, c'est prendre soin du corps en essayant de ne pas l'empoisonner avec des aliments qui sont mauvais pour notre santé, mais c'est aussi prendre soin de nos émotions, prendre soin de notre mental, parce que si adopter une alimentation 100% végétale, biologique, le plus possible équitable, locale, de saison, qui est évidemment l'idéal, mais si faire ça au quotidien, ça représente une charge mentale qui nous met en burn-out et en fait au bout de 6 mois, on n'en peut plus, on n'arrive même plus à cuisiner ou on n'a plus de loisirs, c'est devenu une telle charge qu'en fin de compte, on est dans une relation qui est devenue obsessionnelle par rapport à comment je peux ne pas avoir d'impact, etc. Mais en fin de compte, on n'est plus bienveillant avec soi. Et c'est ça mon idée, c'est adopter une manière de s'alimenter à travers ce qu'on va manger, mais aussi comment on va le manger. Et comment on va se sentir quand on va le manger au quotidien, qui va être bienveillante le plus possible avec nous et avec tout ce qui nous entoure. Et alors, si on prend un exemple concret, si je souffre de ma relation à l'alimentation et que je vais manger une pâte à tartiner bien connue qui a un impact extrêmement délétère sur la planète, sur mon organisme, mais que c'est difficile pour moi de m'en empêcher, d'aller vers le changement, peut-être de trouver une autre alternative de pâte à tartiner, comment est-ce que je fais ? Je pense que déjà la réponse, elle peut vraiment varier d'une personne à l'autre puisqu'on a tous, comme je te disais tout à l'heure, des balances qui sont différentes. Pour une personne, peut-être que se tourner vers une alternative bio et écologique, ça va marcher. Pour une autre personne, peut-être que faire sa pâte à tartiner maison, ça va être une grande joie, ça va être super et ça va être ça en fait l'alternative. Et peut-être que pour une autre personne, ça sera son truc. En fait, ça sera son truc dans son alimentation de continuer à manger, à s'autoriser à manger cette pâte à tartiner là, en conscience de son impact écologique sur la nature, de son impact sur le bien-être ou justement le mal-être des animaux. Mais si en fait, je trouve que dans la balance, si le poids que ça représente, le coût entre guillemets, que ça représente de me passer de cette pâte à tartiner là ou de lui trouver une alternative, ça me coûte plus, peut-être que ça va être plus juste pour une personne de continuer à la consommer en sachant que c'est son plaisir, que c'est son petit truc à elle, de le faire avec comme si c'était vraiment quelque chose de très précieux, de le recevoir comme un cadeau. Et peut-être que de faire ça, ça va permettre justement que tout le reste soit plus facile. Et qu'en fait, par ailleurs, le reste de l'alimentation soit plus écologique, plus végétal, etc., etc. Et peut-être qu'au contraire, pour une autre personne, ça sera justement de faire sa pâte à tartiner, d'acheter une autre marque, mais ça va dépendre de notre balance et de comment ça nous fait nous sentir, en fin de compte, de faire cet effort-là ou pas. Et c'est donc là qu'on retrouve l'essence de ce que tu expliquais tout à l'heure, qui est la cuisine bienveillante et de la bienveillance envers le monde qui nous entoure, mais aussi envers nous-mêmes. Et tu aides justement les gens, à travers toutes tes casquettes, tous tes accompagnements, à comprendre leurs envies alimentaires et ces envies alimentaires qui sont souvent des messages du corps et du cœur. Et d'ailleurs, tu disais que toi, tes choix alimentaires, tout à l'heure, ils se faisaient davantage avec le cœur. Comment est-ce qu'on apprend à décoder tout ça dans la cacophonie alimentaire dans laquelle on vit ? Moi, j'aime bien considérer que la base, c'est l'observation. L'observation de soi, l'observation de ses rythmes, l'observation de ses besoins, l'observation de nos envies, de nos élans, de ce qui nous apporte de la joie, de ce qui nous apporte de la satisfaction, de la fierté, etc. Donc moi, je vais beaucoup inviter mes élèves à observer comment ils se sentent, à observer où est-ce qu'ils ressentent leurs sensations dans leur corps. Je vais les inviter à observer leur respiration, à observer leurs pensées. Et ça peut être très intuitif, ça peut prendre vraiment 2 secondes. Il y a certaines personnes qui sont vraiment complètement déconnectées d'elles-mêmes et pour qui ça va être un chemin qui va être plus long, qui va être où cette reconnexion avec nos besoins, nos pensées, nos envies, etc., ça va peut-être prendre plus de temps. Mais pour d'autres, et même pour ces personnes pour qui ça peut être compliqué, ça peut aussi être un déclic, ça peut venir plus facilement d'observer une chose plutôt qu'une autre. Mais je trouve que lorsqu'on s'observe, en fait, on a souvent des élans qui nous amènent à j'ai envie de manger, par exemple, moi j'ai souvent envie de manger des couleurs ou des textures.
Donc et souvent c'est très équilibré par rapport à ce que j'ai mangé dans les jours qui ont précédé. Typiquement, si pas eu le temps de cuisiner, que je me suis alimentée en mangeant beaucoup des tartines de pain parce que j'avais pas le temps de me faire à manger, ou que j'ai mangé une méga pizza la veille, et ben souvent le lendemain, vraiment mon corps va me réclamer du vert ou du croquant, mais du cru ou des choses comme ça. Et je vais pas forcément chercher à ce que ça soit complexe ou compréhensible pour les autres. Du moment que moi, je comprends que j'ai envie de verre et que du coup, ça va se traduire par ça, ou que j'ai envie de croquant et ça veut dire que j'ai envie de manger des crudités. Et du coup, la seconde étape, quand on a appris à s'observer, c'est de s'écouter. Peut-être de s'autoriser à suivre ces élans-là, voir ce que ça nous apporte. Et en fait, en général, je trouve que ça nous apporte une grande satisfaction parce qu'on répond à notre besoin, on a écouté notre corps, notre cœur. Et parfois, ils ne demandent pas exactement la même chose, mais du coup, on va chercher à nourrir les deux. Peut-être être dans des proportions différentes, mais à accorder au cœur sa petite friandise et au corps son envie de verre, par exemple. Et tu le disais tout à l'heure aussi, toi, dans ton chemin de guérison des troubles des conduites alimentaires, remettre la main à la pâte et apprendre à cuisiner t'a permis de aujourd'hui te sentir peut-être sereine et libre dans ton rapport à la nourriture. Comment est-ce qu'à ton avis, remettre les mains à la pâte, remettre les mains dans notre cuisine peut nous aider à pacifier notre rapport à l'assiette? Pour moi, la cuisine, c'est vraiment un outil au service de mon bien-être et de celui des personnes que j'aime. Déjà, c'est mon love language, c'est ma manière d'exprimer mon amour pour la planète, pour les êtres vivants, pour les personnes que j'aime et à qui j'ai envie de faire plaisir, dont j'ai envie de prendre soin. Et cette notion de prendre soin, elle est très présente pour moi. Dans la cuisine bienveillante, c'est prendre soin de la planète, c'est prendre soin du vivant, c'est prendre soin de soi. Et pour moi, cuisiner, c'est ça. En apprenant à cuisiner, j'ai appris à prendre soin de moi, à prendre soin de mes envies, à prendre soin de mes besoins, à prendre soin de mes états d'âme. Et je mets ça dans ma cuisine. C'est-à-dire qu'au-delà de cuisiner avec une technique, je vais cuisiner aussi avec mes émotions et avec mon cœur en respectant ce que j'ai pu observer de mes envies, de mes besoins, etc. Donc quand je sens que j'ai envie de manger du verre, eh ben, je vais cuisiner du verre et je vais le faire avec cette conscience que je suis en train de prendre soin de moi. Et ça, je trouve ça hyper transformateur et hyper guérisseur dans le rapport à soi-même, de prendre des fois juste 1 minute pour faire un dressage qui est joli dans l'assiette. Même si on mange une purée mousseline et une saucisse knacky, juste de prendre le temps de la mettre dans une assiette qui est belle, d'avoir sa fourchette préférée. C'est parfois des tout petits gestes, mais un petit geste à la fois, on remet de l'amour envers soi-même dans chacune de nos actions. Et évidemment, dans la cuisine, c'est hyper beau, en fait, de cuisiner en conscience, de cuisiner avec intention, de mettre son amour, son temps, son énergie dans les recettes qu'on cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je le vois énormément quand je cuisine, par exemple, sur des retraites pour des grands groupes de personnes. Les gens sont hyper touchés, ils ressentent énormément l'intention qu'on met dans la nourriture. Et souvent, mon intention, c'est de prendre soin d'eux. Et ils le reçoivent et c'est vraiment quelque chose qui est hyper beau, quoi. Ce que j'entends finalement, c'est que l'alimentation est un langage et il s'agit de réussir à le décoder. Et il y a autant de décodeurs que d'individus sur cette terre. Absolument. Alors, au-delà de l'assiette, je sais que tu accompagnes aussi via d'autres portes d'entrée, notamment une porte d'entrée qui est corporelle, avec une pratique qui s'appelle le breathwork, qui est une thérapie par le souffle. Qu'est-ce que le souffle vient dire sur nos émotions liées à l'alimentation ? Alors, la pratique du breathwork, c'est pour moi justement une reconnexion. On parlait tout à l'heure d'être capable de se connecter ou parfois de se reconnecter avec nos sensations, avec nos envies, avec nos besoins et aussi avec nos émotions du coup. Et le breathwork, ça va vraiment permettre ça permet un retour au corps. Et il y a certaines personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, certaines ne s'en rendent même pas compte, mais elles ont du mal en fait à conscientiser leurs sensations à l'intérieur de leur corps. Et du coup, le breathwork, ça va permettre de revenir à nos sensations à travers la respiration. Et ça va permettre aussi de faire circuler
des énergies, de faire circuler, de se reconnecter à des émotions parfois enfouies depuis très longtemps. Et ça, en fait, ça va déjà au quotidien nous apprendre à remettre du lien. Remettre du lien avec notre respiration qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Donc ça nous permet de se sentir jamais seul, en fait, d'être toujours accompagné, d'avoir un outil de lecture de soi qui est hyper précieux aussi parce que quand on observe comment on respire, ça nous donne beaucoup d'indices sur comment on se sent. Comment je respire, ça me montre est-ce que je suis stressée, est-ce que je me sens ancrée, est-ce que je suis présente, est-ce que j'ai une respiration qui est ample, profonde, douce, fluide, ou est-ce que c'est saccadé, c'est tiraillé, est-ce que ça passe pas à certains endroits. Donc la pratique du breathwork, de manière générale dans le quotidien, elle va permettre ça, une reconnexion à nos sensations, une reconnexion avec le corps, une reconnexion à soi et à comment on se sent. Ça va nous apprendre à remettre de la conscience sur ce qui est présent pour nous. Et au-delà de tout ça, ça permet aussi dans une séance, quand on ressent une émotion, on peut se permettre aussi, quand on se sent suffisamment en sécurité pour vivre l'émotion qui a parfois été bloquée, qu'on n'a pas forcément eu l'autorisation, l'espace ou la sécurité suffisante pour vivre cette émotion, qu'on l'a bloquée, qu'on l'a enfermée. Pour donner un exemple concret, ça peut être par exemple, je suis au travail, il y a quelque chose qui vient vraiment me bouleverser émotionnellement, sauf que dans le contexte, je ne peux pas accueillir cette émotion-là parce que j'ai peur d'être jugée, parce que c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Et ben du coup, clac, je viens la bloquer cette émotion-là et finalement elle ne circule pas, elle reste là. Et ça peut être vraiment avec tout type d'émotion, tout type de situation. Et dans le breathwork, on va, grâce au souffle, remettre de la conscience, refaire émerger cette émotion-là, s'autoriser à la ressentir et la laisser circuler. Elle a apporté son message, on la ressent pleinement, elle circule, on s'en libère. Et je pense que dans le cas de personnes qui ont une relation à l'alimentation qui est beaucoup liée à leurs émotions, qui se laissent déborder par leurs émotions, qui ont des émotions qui sont perpétuellement là, qui sont un peu toujours là en sous-couche, ça peut aider déjà à se libérer de ça de manière pérenne. Et ça peut être aussi un espace pour s'autoriser à vivre les émotions de la semaine, qu'elles aient été. Et du coup, au lieu de faire ressortir, au lieu de venir apaiser nos émotions via le biais de l'alimentation, eh ben on a un espace pour les vivre, pour les ressentir et les laisser s'exprimer. Et du coup, je pense qu'on se sent plus léger, qu'on se sent plus soi et qu'on a peut-être moins besoin de venir compenser. Le breathwork, ça aide aussi à apaiser son système nerveux et à découvrir beaucoup d'outils pour justement retrouver de la paix, retrouver de la régulation. Et on aura peut-être moins besoin de l'alimentation, ou du moins on aura un autre outil à notre service pour se réguler. Et ce point-là, il est extrêmement important quand on a une relation compliquée avec la nourriture. Il y a énormément de choses dans ce que tu as dit qui me paraissent vraiment pertinentes. Il y a d'une part la reconnexion à nos sensations corporelles. C'est finalement l'interoception. Je vais ressentir mes sensations peut-être de faim, de rassasiement, de satiété. Je vais aussi me connecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont les émotions qui me traversent. Tu parlais de sous-couche, finalement, qu'est-ce qui s'accumule et qui ne sort jamais. Et au bout d'un moment, notre sac à dos, il commence à peser, à être très lourd et il peut y avoir des moments où on a des stratégies d'adaptation, où on se dirige vers la nourriture pour éteindre le feu, la cocotte minute qui va exploser. Donc si j'ai un espace où je peux me libérer de tout ça, eh bien, je vais forcément me sentir mieux et ça va se ressentir dans mon assiette. Je vais peut-être aussi me reconnecter à qui je suis vraiment, à ma sensibilité. Je vais pouvoir l'exprimer dans mon assiette avec toute la conviction et l'éclairage que tu nous donnais. Et puis, il y a aussi cet élément de toutes ces grandes émotions qu'on pourrait appeler des traumatismes que j'ai accumulés au fil du temps, qui peuvent se rejouer de façon insidieuse dans mon alimentation. Et bien grâce à une pratique comme le breathwork, ça peut être l'EFT, il y a plein d'autres techniques que j'enseigne aussi dans ma formation qui sont attraites aux thérapies cognitives et comportementales, qui nous permettent de nous en libérer durablement. Et tout ça a bien évidemment un impact très important dans notre rapport à l'alimentation, puisque quand on parle alimentation émotionnelle, eh bien on parle aussi émotion. Quel est le message, toi, que tu voudrais transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont mal à leur assiette? Déjà, j'ai envie de leur dire qu'elles ont le droit d'être entendues, qu'elles ont le droit d'être accompagnées, qu'elles méritent et qu'elles ont le droit de se sentir bien dans leur assiette et qu'elles en sont capables, que peut-être juste elles ont besoin d'un petit coup de pouce
Et ça, c'est important parce que c'est tellement tabou comme sujet et c'est tellement répandu, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et donc, je pense que c'est hyper important déjà d'avoir conscience de ça. J'ai le droit de reconnaître que je me sens mal et j'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit d'en recevoir et j'ai le droit d'aller mieux. Et j'ai envie de les inviter à aller à leur rythme. Je trouve ça hyper important, un pas à la fois. Certaines personnes, elles vont faire des grands pas. Elles vont marcher très vite sur leur chemin. Et ça va être super et tant mieux. Et pour d'autres personnes, la route, elle est plus escarpée. Il y a plus de dénivelé. Et donc, on va marcher sur... peut-être au même rythme, mais la route sera plus sinueuse, plus longue, plus difficile. Et dans tous les cas, il y a plein d'outils à votre portée qui sont accessibles et que vous pouvez explorer. Et vous avez le droit d'explorer plein de choses et de lâcher un truc si ça ne vous convient plus à un moment, mais d'essayer. Et si je peux vous partager un de ces outils que j'adore, c'est vraiment d'essayer de se cuisiner avec amour pour soi. Même quelque chose de très simple, même un bol de céréales le matin, on peut le faire avec amour pour soi et le manger avec amour et avec conscience. Et c'est vraiment, je trouve, un super beau point de départ pour venir faire rayonner cette conscience, cet amour, cette notion de prendre soin de soi dans l'alimentation. Et je trouve que depuis cet espace-là, tout devient plus facile, tout se démêle un petit peu. Et ça me semble un super point de départ. Et tu l'as dit, il s'agit de trouver aussi notre meilleur point de départ. Aujourd'hui, il y a énormément d'injonctions au niveau nutritionnel, mais aussi beaucoup d'injonctions de comment on devrait se sortir de notre relation conflictuelle, difficile, souffrante avec l'alimentation. Et en fait, il y a autant de solutions qu'il y a d'individus. Il s'agit de se renseigner, d'aller vers des personnes qui nous inspirent, dont le discours va vraiment nous faire avancer sans pour autant rentrer dans un énième dogme. Et on peut bien évidemment demander de l'aide si on en a besoin, et souvent on en a besoin. Tu as parlé de coups de pouce, on a souvent besoin de quelqu'un qui nous prend par la main, même si c'est pour 2-3 pas. Tu parlais de dénivelé, peut-être qu'à un moment donné on a besoin de quelqu'un qui nous accroche avec une corde pour nous faire passer à un endroit qui est assez pentu, et puis après on peut se relever et continuer notre chemin seul si c'est notre souhait. Tout à fait. Si la tambouille d'amour avait une mission, une seule, ce serait laquelle? Alors, la tambouille d'amour, ça s'appelle comme ça, parce que j'avais envie de diffuser une cuisine... j'ai failli appeler ça à l'époque la cuisine gentille avec la planète, mais ça revient, cette notion de cuisine bienveillante. Et je crois que vraiment, la mission de la tambouille d'amour, c'est de faire rayonner une cuisine qui est profondément gourmande, satisfaisante, qui apporte vraiment presque du divertissement. Moi, je trouve ça très amusant de manger, très divertissant. Et j'ai à cœur de proposer une cuisine qui est à la fois colorée, savoureuse et où on s'amuse quand on mange. Et à la fois qui est accessible. C'est pour ça que j'ai choisi le mot tambouille, parce qu'il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de chichi. Ça peut être très simple, ça peut être très facile. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures en cuisine pour faire quelque chose de bon qui va à la fois... nous apporter tous les nutriments dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps, et à la fois de le faire avec cette notion d'amour envers la planète, envers le vivant, envers les choses qui sont importantes pour nous. Et je crois que c'est ça la mission de la tambouille d'amour, c'est d'aider et d'inspirer à reconnecter avec son cœur en cuisine pour que la planète soit plus belle. Et mission réussie, parce que j'ai le plaisir de t'accueillir au sein de ma formation pour que justement tu puisses donner un cours de cuisine, et à la maison on s'est régalé. Alors cet épisode, Morgane, touche à sa fin. Merci beaucoup pour cette conversation que j'ai trouvée riche de sens, pleine de douceur à ton image, nuancée et pleine d'engagement. Si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut les rediriger ? Alors c'est très facile, c'est latambouilledamour.fr ou latambouilledamour sur Instagram, tout collé à chaque fois. Donc c'est comme ça que vous allez me retrouver. Et je mettrai tout ça dans les notes du podcast, dans les notes de cet épisode. Merci encore pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple, et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre.
Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.